entre les sédentaires et les autres. Alors pour revenir un petit peu sur les différents termes qu'on emploie pour que les auditeurs comprennent, les gens du voyage sont des citoyens français, c'est-à-dire qui ont des cartes d'identité, qui votent et qui sont intégrés depuis plusieurs siècles sur le territoire et qui ont un mode de vie aujourd'hui semi-nomade, c'est-à-dire que en général pendant les périodes d'hiver ils sont sédentaires et pendant les périodes d'été un peu élargies à partir de mai jusqu'à on va dire fin septembre début octobre, ils nomadisent à travers tout le territoire, en général à un niveau régional, parfois voire départemental. Et ce qui se passe depuis en fait pas mal d'années, c'est que il y a pas mal de tensions avec justement ces grandes pérégrinations estivales, puisque les gens du voyage vont se mouvoir avec parfois des cohortes de 50, 100, 200, 500 caravanes, et les départements parfois refusent de les accueillir alors que la loi les oblige. Aujourd'hui, il y a une loi qui est un peu une loi fondatrice pour le statut des gens du voyage en France, c'est la loi du 5 juillet 2000 sur l'habitat des gens du voyage, qui organise deux modes d'habitat. Un mode d'habitat qui est un mode d'habitat encore une fois hivernal, avec ce qu'on appelle les aires d'accueil, où en général il y a 5, 10, 15, 20 caravanes, en général c'est dans les périphéries des grandes villes, et enfin des aires de grand passage pour les pérégrinations estivales, en général pour la mission évangélique tzigane Vie et Lumière. Là, ce qui se passe, ça fait 12 ans que je m'intéresse aux gens du voyage et 12 ans que je suis régulièrement invité sur les plateaux pour pouvoir parler de ce genre d'affrontement. Il y avait eu ça à Nice, il y avait ça en Bretagne, là maintenant c'est en Occitanie. Il y a régulièrement des tensions entre le préfet et les gens du voyage, et encore une fois, je le rappelle, la loi oblige les départements à créer ce qu'on appelle des schémas départementaux pour l'accueil des gens du voyage. Donc en fait, on est tout simplement face à une lacune étatique. Alors la question que tout le monde se pose, c'est lorsqu'ils arrivent. Alors moi je connais bien le problème, puisque là pendant 2 semaines à côté de chez moi, il y en a 1600 caravanes qui ont débarqué. Qui paye quoi en fait? Parce que c'est ça aussi la vraie question, de se dire forcément n'importe qui viendrait habiter pendant 2 semaines, ça crée forcément un peu de désordre, des poubelles, tout un tas de choses. Qui est responsable de ça? Qui paye l'électricité? Comment est organisé? Comment sont-ils organisés? Alors ce sont les gens du voyage qui payent, et là d'ailleurs je tiens à le préciser dans le cadre de cette histoire en Occitanie, il faut savoir que l'association qui gère les grands passages avait demandé à plusieurs départements de les accueillir. Tous les départements ont fait la sourde oreille, et là lorsqu'ils étaient sur le terrain, ils ont proposé de payer pour leur séjour. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut relever, et d'ailleurs c'est une tendance qui se généralise chez les gens du voyage. On est passé d'un stade à la fin des années 80-90 où les gens connaissaient peu cette culture, les gens encore confondaient, amalgamaient avec les populations est-européennes qu'on appelle les Roms, avec les Gitans que l'on connaît aussi, qui sont plutôt sédentaires, qui habitent le sud de la France, du côté de Perpignan par exemple. Là, on a vraiment tendance à mieux connaître cette population, ces gens du voyage qui sont citoyens français, dont est par exemple issu Kenji Girac, le chanteur, et qui, encore une fois, nomadisent pendant les périodes estivales. Donc, eux payent, eux proposent de payer, et ensuite, ce sont tout simplement les structures de l'État, ces aires qui vont accueillir ces personnes. Alors, ces aires, faut quand même savoir ce que c'est. Ce sont en général des champs de plusieurs hectares qui sont équipés d'eau et d'électricité. C'est vraiment très rustique, mais ça convient aux gens du voyage. Est-ce que durant les périodes hivernales où ils sont ancrés quelque part, il n'y a pas de problème? Je veux dire, est-ce que c'est uniquement quand ils nomadisent qu'il y a des soucis? Oui, en effet. Pendant les périodes hivernales, en général, les familles mettent leurs enfants à l'école, donc ils sont obligés un petit peu à la sédentarisation, et ils ont leur mode de vie qui est un mode de vie aussi qui dépend de leur activité économique. Cette activité économique qui, s'amplifie à mesure que les beaux jours reviennent, parce qu'en général, ils sont artisans, ils sont élagueurs, ils sont peintres en bâtiment, ils font ce genre de métier-là. Et bien évidemment, ça oblige les pérégrinations, et c'est là où ça crée des tensions. Mais in fine, pardonnez-moi, ce sont pas des tensions qui sont si importantes. C'est un mode de vie qui est aujourd'hui l'un des rares modes de vie encore protégés au niveau européen, et un petit peu dans cette mouvance de la protection de notre patrimoine. Moi, je considère que le mode de vie des gens du voyage est un patrimoine à protéger, comme on protège des vieilles maisons françaises. On part au 0826 300 300 direction Saint-Gaudens, où Sud Radio sera vendredi au Salon Les Pyrénéennes avec Patrick Roger, avec Judith Belair, avec Vincent Ferniaud et avec les vraies voix. Bonsoir David. Bonsoir David. Oui, bonsoir Philippe, bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Bonsoir. On vous écoute. Bon, j'ai failli tomber de ma chaise là parce que je suis d'accord avec votre intervenant sur le fait que on peut rencontrer des problèmes parce que les départements, les communes ne jouent pas le jeu. Mais après, il faut pas non plus exagérer en fonction des situations. Je crois que la communauté des gens du voyage a un mot à la bouche, c'est le mot respect. Et je pense que certaines dans les communautés ont oublié. Là, on a eu le souci avec les évangélistes, mais je pourrais parler de ma commune à côté de Saint-Gaudens. Plus de 20 000 euros de dégâts sur un terrain de foot qui venait d'être refait par une petite commune de 1500 habitants, avec un campement sauvage. Cet été, c'est un club canin dans la banlieue toulousaine. Absolument. Totalement ravagé. Totalement ravagé. Donc voilà. Donc je comprends très bien qu'on puisse avoir des problématiques
d'installation, d'accord, et je comprends que c'est pas tout à fait normal qu'ils ne puissent pas s'installer dans des conditions dignes, mais cela ne doit pas amener au débordement tel qu'on les a, qui sont rien plus ou moins que des casseurs. On va stigmatiser les jeunes des banlieues, ben là c'est pareil. Tous les jeunes des banlieues ne sont pas des voyous, mais malheureusement dans la communauté jeunes du voyage, on va rencontrer des voyous qui se passent tout permis. Et pour l'anecdote, dans mon petit village, ils sont venus, ils se sont installés sur le terrain de foot, ils ont tout ravagé. Et on va dire que le chef de la communauté est venu, et pour payer, vous imaginez l'image, vous voyez quelqu'un qui vous balance une liasse de billets au visage en vous disant « Tiens, ce sera suffisant ». C'est ce qui s'est passé au maire de la commune. Donc voilà. Oui. Bon, alors on a vu les images notamment sur Facebook du centre Cynophile à Toulouse qui a été complètement saccagé, on peut même dire pillé, il n'y a pas d'autre mot. Ça pose quand même question. Bon, parce qu'il y a quand même des gens qui vont payer la facture. Hein. Bien sûr, alors 2 observations par rapport aux commentaires de la personne qui est intervenue. La première, c'est qu'il a raison, hein, le respect est une composante très importante. Alors elle l'est chez toutes les populations en France, mais chez les gens du voyage, elle revêt peut-être ce caractère particulier qui est structurant. La notion de comment dirais-je, de respect est vraiment ce qu'on appelle Romenokova dans la langue des Manouches, et qui va vraiment structurer de manière endogamique la société autour de certains principes, notamment hiérarchiques, et de principes de respect porté notamment aux défunts. Bon, bref, il y a vraiment toute cette structure culturelle qui va baigner cette culture-là. Et bien évidemment, par rapport au second point, lorsqu'il y a des dégradations, soit ces dégradations, elles sont justifiées parce que parfois, bien évidemment, ça crée des ornières. Quand on a des terrains qui sont humides, quand on a des caravanes qui passent, ça crée des ornières. Et ça, c'est en général du rôle soit de la commune, soit du département de prendre en charge cette arrivée et de prendre en charge en général les différentes mesures qui vont être mises en place pour pouvoir éviter justement de dégrader trop les terrains. Lorsque l'on dépasse le simple cadre de l'installation et lorsqu'il y a des infractions qui sont commises, là il faut poursuivre, il faut saisir la justice et que la justice fasse son travail. En fait, les gens du voyage, encore une fois, ce sont des gens qui sont comme n'importe quel Français. Il y a des gens bien, il y a des gens pas bien. Moi, j'ai vraiment fréquenté beaucoup de personnes au sein de cette communauté, dépendamment que ce soit de leur religion, de leur histoire personnelle. Il y a des gens qui sont différents. Là, parfois, il y a peut-être certains problèmes. J'imagine que dans l'écrasante majorité des cas, il n'y a pas de problème qui se pose, mais lorsqu'effectivement il y en a, il faut évidemment aussi en parler. Mais est-ce qu'il n'y a pas un dialogue systématique qui se fait, c'est-à-dire lorsque des groupes effectivement arrivent en nombre, est-ce qu'il n'y a pas un dialogue qui devrait se faire directement avec soit un représentant du préfet, soit de la mairie, que c'est une ville relativement importante, il doit y avoir des interlocuteurs, j'imagine. Totalement. Alors en général, ce sont les pasteurs évangéliques qui, dans le cadre des pérégrinations estivales, assument ce rôle. Sinon, ce sont les aînés un petit peu de la communauté. Je crois que ce qui pose vraiment problème, alors là, bien évidemment, je ne minore pas les différents dégâts qui ont pu être causés sur les différentes communes dont nous parlons, mais ce que je constate, c'est quand même qu'il y a toujours cette espèce de fantasme autour de l'arrivée des gens du voyage, et je crois que ce qui cause le plus d'impact d'un point de vue des dégâts, c'est peut-être encore cette image que véhiculent les gens du voyage, et sur laquelle nous devons travailler pour que les gens du voyage soient vraiment compris comme des citoyens français à part entière. Mais côté institution, est-ce qu'ils ont un interlocuteur quand ils arrivent? Est-ce qu'ils ont des personnes à qui ils peuvent vraiment s'adresser facilement pour prévoir leur arrivée? En général, ce sont soit les préfets, sous-préfets au niveau départemental, parce que soit ça ne se gère pas au niveau régional, soit les maires. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans ce que vous dites? Vous mettez en évidence la valeur du respect. Apparemment, elle est peu respectée dans ces dégradations et ces infractions communes. Est-ce que ça veut dire qu'une jeunesse parmi les gens du voyage n'est guère attentive à ces principes? Alors elle l'est, moi je l'ai observé, et il y a quand même encore cette notion, encore une fois, du Romenokova dans la langue tzigane, qui est, pardonnez-moi, un concept qui charrie différentes images, mais je pense que la communauté reste structurée autour de ces notions-là. Non, ce que je constate, c'est que lorsqu'il y a des débordements sur des communes, c'est en général parce que derrière, le préfet n'a pas mis en place les conditions pour accueillir ces gens du voyage. Encore une fois, je le rappelle, mais la loi du 5 juillet 2000... Quand vous avez 500-600 caravanes qui arrivent d'un coup, vous ne pouvez pas les installer non plus. Hein. Alors, ils n'arrivent jamais d'un coup. Il y a toujours en général plusieurs mois à l'avance des contacts qui sont établis entre la communauté et les services de l'État pour justement faciliter et fluidifier leurs arrivées. Donc ce n'est jamais d'un coup comme ça que l'on voit arriver plusieurs centaines de caravanes. Sauf dans le cas où il y a eu les refus, comme vous avez signalé, et un propriétaire privé met à disposition un champ, et là ça complexifie les choses, puisque les sous-préfets et les préfets ne sont pas forcément au courant, ce qui met une tension communale très importante. Moi je l'ai vécu il n'y a pas longtemps dans ma région sud, voilà. Mais vous avez raison sur le reste. Moi je partage complètement. Cette culture doit être préservée. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, pardon, on est en retard. Excusez-moi. Merci beaucoup Louis de Gouillon-Matignon, docteur en droit et auteur de ce livre Gens du voyage, Je vous aime chez Michelon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Philippe Bilger, merci Tom Conal, merci Christophe Madrol.